Bonjour à vous Guillaume Kasbarian. Bonjour. Vous êtes ministre délégué démissionnaire chargé du logement. Ma première question, sommes-nous condamnés à l'immobilisme pendant un an? Un gouvernement technique qui ne fera pas de réforme majeure, qui ne transformera pas la vie des Français jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution en juillet prochain. Pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est ce que suggérait hier à votre place Hervé Morin, président Les Centristes de la région Normandie. Alors écoutez, moi je suis pas défaitiste. Moi je pense que la France peut toujours être gouvernable et que ça dépend de la bonne volonté des parlementaires. Ce qui permettra à la France d'être gouvernable, c'est si une large coalition permet de former une majorité, même si elle est relative, et qu'elle accepte de mettre en place un certain nombre de projets de loi, de propositions de loi, dans un temps imparti, comme ça se passe dans tous les pays européens. Donc vous pensez que la France est gouvernable aujourd'hui? La question, vous me la posez en France, mais en réalité, elle se pose dans tous les pays européens qui ont la proportionnelle aux élections législatives et qui ont des parlements où il n'y a pas de majorité absolue. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans tous ces pays, dans tous les pays qui nous entourent, on se met d'accord avec une large coalition sur un programme avec 5, 6, 7, 8 projets de loi qui arrivent et on se dit ok, on n'était pas d'accord pendant les élections, on partage pas tout, on n'a pas la même philosophie, on n'est pas dans la même crèmerie, mais on accepte de se mettre d'accord pour l'intérêt des Français et pour l'intérêt de la France. Et donc c'est ça l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qui permettrait d'avoir une large formation qui permettrait de se mettre d'accord sur un programme pendant quelques mois, quelques années, qui permettent de stabiliser le pays. C'est pas pour se faire plaisir personnellement, c'est parce que il en va de l'intérêt des Français et de la France. Sinon, ça veut dire qu'on lève le crayon, on ne fait rien, la France est bloquée. Et je crois pas que les responsables politiques soient dans cette optique-là. En tout cas, je pense pas que c'est pour ça qu'ils s'engagent en politique. Et je ne suis pas sûr que les citoyens leur pardonneraient de chacun rester dans leur coin et de dire, moi, je m'en mêle pas, je reste dans ma crèmerie et j'essaye pas de faire de la conciliation, de la concertation avec les autres. Et si les autres pays européens y arrivent, je vois pas très bien pourquoi les Français seraient les seuls à ne pas y arriver dans ce contexte-là. Donc oui, on peut y arriver. Il faut de la volonté. Il faut un sens de l'intérêt national, un sens de l'intérêt général, et il faut se mettre autour de la table pour essayer d'y arriver. Alors, Guillaume Kasbarian, gouverner, mais avec quelle coalition? On a en ce moment quelque chose d'assez exceptionnel à l'Assemblée nationale. On a une inflation épistolaire avec chaque chef de parti qui va de sa lettre pour essayer de rassembler sur de grands axes politiques. On a eu Lucie Castel, les centristes du groupe Horizon, et dernière lettre en date, celle de Gabriel Attal. Ces lettres, elles ont tout un point commun, c'est l'exclusion de l'alliance RN-Ciotti des destinataires. Est-ce que ça veut dire qu'un groupe aujourd'hui qui obtient 143 sièges à l'Assemblée est de facto exclu par tout le monde de la vie politique dans les prochains mois? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est démocratique? Non, mais je pense qu'il faut arrêter la victimisation. Enfin, je veux dire, que chacun ait des valeurs et souhaite travailler avec certains, c'est normal, ça fait partie de la démocratie. Moi, je ne souhaite pas travailler avec le Rassemblement National, dans une coalition avec le Rassemblement National. C'est le point commun de tous les partis politiques. J'ai moi-même été élu contre le Rassemblement National, avec face à moi une candidate Rassemblement National, et j'ai eu 60% de mes électeurs qui ont voté pour moi contre le Rassemblement National. Donc je ne vais pas aujourd'hui faire une alliance avec le Rassemblement National parce qu'il faut faire une alliance. On parle de dépasser les clivages en permanence dans les lettres, justement, envoyées par Gabriel Attal. On forme une coalition et on propose en tout cas un pacte d'action. On dit qui on est, on tend la main aux différentes forces républicaines et on essaye de faire quelque chose. Après, ça ne veut pas dire qu'on méprise quiconque au Parlement. Chacun au Parlement est légitime. Chaque groupe a la liberté de porter ses textes de loi. Chaque groupe a la possibilité de déposer des propositions. Chaque groupe a la possibilité de participer aux travaux. Et ça, on le respecte parfaitement. C'est ça la démocratie. Mais c'est pas parce que vous respectez chacun des parlementaires et chacun des groupes que vous avez forcément envie de partager une coalition avec eux. Donc c'est la liberté de chacun des groupes de dire avec qui ils souhaitent travailler, avec qui à l'inverse ils ne souhaitent pas travailler, et puis de l'assumer comme tel. Et donc moi je suis très à l'aise avec la position qui vise à dire on essaye dans un large arc républicain de travailler allant de la droite républicaine jusqu'aux sociodémocrates, en tendant la main et en essayant de se mettre d'accord sur une large coalition. Mais la solution, elle ne viendra pas avec une coalition avec le RN. Une nouvelle voie à l'Assemblée nationale par le dialogue et le dépassement des clivages habituels. Je reprends les mots de Gabriel Attal dans sa lettre, qui exclut, je le disais, le RN, mais aussi la France insoumise. Et cela m'amène à une autre question. Cette volonté de dépasser les clivages tout en excluant, comme vous le disiez, les deux bouts du spectre politique. C'est qu'en gros, chacun dit avec qui il est prêt à travailler ou avec qui il n'est pas prêt à travailler. Alors justement, est-ce que ça ne s'appelle pas déjà la Macronie avec le succès relatif qu'on lui connaît? Non, pas du tout, c'est quelque chose de différent, puisque là, on parle bien de tendre la main et d'essayer de trouver des points de convergence avec feu les Républicains, c'est-à-dire la droite républicaine aujourd'hui dirigée par Laurent Wauquiez, mais aussi les socialistes. Vous avez toujours essayé d'attirer les Républicains, c'est pas nouveau. Mais aussi les socialistes qui ont envie éventuellement de travailler avec nous, ou en tout cas sur un projet commun, mais aussi les indépendants, Liberté, Indépendants, Territoire. Ça ressemble au projet de 2017. Mais attendez,
On est dans une situation où on a besoin de trouver des points de convergence pour pouvoir faire avancer la France. Est-ce que la Macronie 2024, pardonnez-moi, est-ce que c'est pas une Macronie expurgée d'une forme d'omniprésence d'Emmanuel Macron? Le sujet n'est pas la Macronie, pas la Macronie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous voyez bien la situation dans laquelle on est au Parlement. Il y a un chiffre magique à l'Assemblée nationale, c'est 289. Personne n'a gagné cette élection. Aucun groupe ne peut prétendre être à 289 députés. Donc, ça appelle à de l'humilité de la part de tous les groupes politiques, y compris le mien, de tous les groupes politiques, parce que personne n'a gagné cette élection. Et ça appelle, deuxièmement, que chacun se mette autour de la table pour essayer de trouver des points de convergence. Parce que si on fait pas ça, on va bloquer le pays et les Français vont en souffrir à la fin des fins. Et moi, je ne le souhaite pas. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour bloquer le pays ou pour poser des problèmes dans le quotidien des Français. Donc c'est notre responsabilité à tous d'essayer de trouver des points de convergence, c'est ce qu'on essaye de faire. La question à 1 million d'euros, Guillaume Kasbarian, qui pour Premier ministre aujourd'hui? Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit le sujet numéro 1, parce que la réalité c'est que aujourd'hui, la première des questions... C'est par ça que ça va commencer. Non, vous le savez très bien, c'est on est dans une démocratie aujourd'hui parlementaire. Qui va faire un gouvernement? Regardez ce qui s'est passé. Et qui va proposer un budget. Regardez un peu notre histoire. Cette situation, on l'a déjà vécue sous la 4e République. Relisez Vincent Auriol. Regardez ce qui a été fait à l'époque. Vincent Auriol, président de la République à l'époque, essayait de trouver une concertation avec les différents partis. Il y avait là aussi une tripartition. Il y avait 3 blocs. Et on essayait d'abord de se mettre en ordre. C'était toute la première partie de l'interview. On a compris, on en a parlé. De trouver la bonne personne. Il n'y a pas de nom qui vous vient en tête. Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, Laurent Wauquiez. On a même parlé de Tony Estanguet, pour vous dire. C'est au président de la République, bien évidemment, de choisir souverainement. Vous avez un conseil à lui donner? J'ai aucun conseil à lui donner, bien évidemment. Avec humilité, c'était à lui de choisir qui sera le bon Premier ministre. Et je pense que la fiche de poste, en réalité, c'est d'avoir un Premier ministre qui ne se fait pas censurer d'office. Et qui n'a pas tout d'un coup 289 députés qui votent pour une motion de censure et qui le font tomber. Si on arrive à trouver la perle rare qui arrive à fédérer différents groupes et éviter que 289 députés s'unissent pour le faire tomber dans les 24 heures qui suivent, là, on aura la bonne personne. Et je pense que c'est une perle rare qui est difficile à trouver. Il y a le budget 2025. Quand est-ce qu'il fera l'annonce? Il faut se dépêcher. Alors, il y a l'annonce, mais aussi tout le débat parlementaire. Le challenge, c'est d'essayer de voter un budget avant le 31 décembre de cette année. Parce que s'il n'y a pas de budget avant le 31 décembre, on risque d'avoir de grosses difficultés en 2025. Mais quelle que soit la feuille d'entrée, j'allais dire le budget de base, de départ, le vrai sujet sera le débat parlementaire qui va suivre entre octobre et décembre et qui doit permettre de faire émerger un budget sur lequel on évite de bloquer la France, parce que sinon on se retrouvera au 31 décembre avec de grosses difficultés. Guillaume Kasbarian, Emmanuel Macron a-t-il peur de la gueule de bois? On a le sentiment qu'il ne veut pas mettre fin à l'ivresse des Jeux Olympiques, à tel point qu'il a déclaré ce lundi à l'Élysée: on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits, la vie c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'est ça la vraie vie. C'est très étonnant comme propos. Moi, je suis pas étonné. Malheureusement, ces JO étaient tout sauf la vraie vie. Je suis désolé, c'est une parenthèse exceptionnelle et on y a tous adhéré. Mais c'était pas la vraie vie. Pardon, mais moi je fais pas partie des ronchons qui ont tapé sur les JO du matin au soir et du soir au matin. Non, justement, je vous dis que c'était très bien, mais c'est pas la vraie vie. Non, mais vous n'avez pas commencé à dire c'était très bien, vous avez dit c'est quand même extraordinaire de dire que c'est la vraie vie. Bah oui, moi j'ai vu plein de Français qui étaient heureux de ces Jeux Olympiques, qui étaient fiers de soutenir leurs athlètes, qui étaient fiers de voir les Français rentrer dans la compétition mondiale et gagner des médailles, qui étaient fiers de cet esprit national qu'on a vu, qui étaient joyeux, qui étaient dans une sorte de bonheur. Et je vois pas effectivement pourquoi on irait leur piquer ça. Cette période olympique, ça ne fait pas loyer des Français, les Jeux beaucoup de bien Olympiques. aux Français, et elle a fait beaucoup de bien aussi parce qu'ils ont entendu peu de politique à ce moment-là, et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien de pas avoir du matin au soir et du soir au matin des commentateurs politiques sur tous les sujets. Et effectivement, je pense que beaucoup sortent de cette période en se disant on aimerait bien que ça continue. On aimerait bien retrouver ce sens de l'unité nationale, ce sens de la cohésion, ce sens de la nation. C'est vrai qu'Emmanuel Macron aimerait bien que ça continue. Prolonger cette période. Il veut une parade des athlètes olympiques le 14 septembre prochain. Daniel Obono, député LFI, a le sentiment qu'Emmanuel Macron instrumentalise ces JO. Non mais, je vais pas commenter Daniel Obono qui du matin au soir et du soir au matin depuis 7 ans tape sur le président de la République. Ça fait partie du jeu. Je veux dire, on se réveille pas aujourd'hui en le découvrant. Donc, le sujet, c'est pas ce que pense Daniel Obono. Les Jeux Olympiques, ça fait partie d'une grande fête nationale et internationale qui nous a rendus tous très fiers. Ça a été un grand moment de bonheur. Et donc, le fait de rendre hommage à nos athlètes qui ont gagné des médailles, c'est la première fois qu'on gagne autant de médailles. C'est la première fois qu'on a un tel sentiment. Donc, je trouve ça totalement légitime de rendre hommage à nos athlètes, de les féliciter, de les décorer, de les applaudir. Et je crois que tous les Français seront derrière cet événement pour aller les soutenir sur les Champs-Élysées et partout où ils seront. Mais réjouissons-nous un peu pour la France. Arrêtons d'être systématiquement dans le négatif, le pessimisme. Là, on a eu une image où les Français étaient très heureux. Bon, vous avez raison. Jeux Olympiques. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on gardera? Soyons fiers de ça. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on gardera des JO? Parce que la vraie vie, c'est le retour des vendeurs à la sauvette sur le Champ de Mars. C'est des métros qui passent moins souvent. C'est aussi moins de police. Les Français ont vu qu'on était capable de rendre leur quotidien un petit peu plus sûr.
Est-ce qu'on sera capable de le faire demain? Mais il y a d'ailleurs, mais bien sûr qu'on sera capable, ça doit nous inspirer sur une politique sécuritaire où on met encore plus de gendarmes, de forces de l'ordre, de policiers sur le terrain. Mais l'héritage, c'est aussi, notamment sur le logement, des logements en plus. En Seine-Saint-Denis, avec le village olympique et le village des médias, ce sont des milliers de logements abordables qui vont être mis à disposition des habitants. Des milliers d'offres de logements en plus dans un contexte de crise du logement qui est assez élevé. Avec du logement social, du logement abordable, du logement libre, de toutes les tailles, pour toutes les bourses et même du logement étudiant. Et donc, un des héritages des JO, c'est plus de logements pour les Français, en tout cas en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France. Rien que ça, c'est une bonne nouvelle, on peut s'en réjouir. On se réjouit de ses propres dossiers. Bien voilà. D'accord. Mais non, pas que les propres dossiers, c'est quelque chose qui a été porté par le ministère depuis des années. En réalité, c'est pas moi qui ai inventé le village olympique. Très bien. Mais sachons nous réjouir. J'espère qu'on pourra en dire autant sur la sécurité des Français au quotidien, parce que c'est ça qu'ils attendent aussi. Sachons nous réjouir un minimum pour les Français. On a un bel événement. Soyez-en heureux comme tous les Français. Et réjouissons-nous de cet héritage, y compris sur tous les sujets, y compris sur le logement. C'est une bonne nouvelle. Toujours sur les JO, faut-il vérifier les profils de nos athlètes sur les réseaux sociaux, notamment avant les JO? L'athlète Mohamed Abdallah Kounta, qui vient d'être suspendu par la Fédération française d'athlétisme. Il avait posté des messages haineux contre Israël. Il a notamment comparé les Israéliens à des tueurs d'enfants, des propos choquants et inacceptables selon la ministre des Sports. Je précise toutefois qu'il a présenté ses excuses. Donc faut-il vérifier ces profils des athlètes? Alors oui, je pense qu'il faut les vérifier. Je pense que ces propos-là ont choqué. C'est des propos qui sont inadmissibles. C'est des propos qui probablement tombent sous le coup de la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Fédération d'athlétisme a très rapidement agi, que le ministère a aussi très rapidement agi, qu'un signalement, article 40 au procureur a été fait, et que ces propos probablement relèvent de la justice et seront jugés comme tels. Mais on ne peut pas tolérer aujourd'hui d'avoir quiconque, que ce soit des athlètes ou d'autres, qui tiennent des propos qui incitent à la haine, qui incitent à la violence, qui sont antisémites et qui sont incompatibles avec les valeurs de la République et avec ce que nous portons tous. Donc il faut être très ferme sur le sujet, contrôler le plus en amont possible. C'est à la fédération d'athlétisme ou différentes fédérations de le faire aussi. Et puis, quand ce genre d'événement se produit, de réagir promptement, c'est ce qui a été fait. Je veux saluer cette réaction qui a été rapide. Et ensuite saisir la justice, parce que ces propos-là ne sont pas anodins et relèvent, encore une fois, d'un processus judiciaire. Alors cela a été votre dossier pendant longtemps, la loi anti-squat que vous avez portée à l'Assemblée avant de devenir ministre du dernier gouvernement. Environ 47 000 locataires ont été expulsés de leur logement en 2023 en raison de leur loyer impayé. C'est plus 23% par rapport à l'année précédente. Un chiffre record qui s'explique en partie par la promulgation justement de cette loi anti-squat. Une loi qui met en place des procédures accélérées que vous avez impulsées lorsque vous étiez encore député. Votre loi aujourd'hui, elle est dans le collimateur des milieux associatifs qui dénoncent des expulsions pour des dettes mineures. Vous leur répondez quoi à ces associations? Non mais je respecte les associations, on ne partage pas le même point de vue sur le sujet. Quand j'ai porté ma proposition de loi, je m'en suis pris plein la tête, venant de collectifs, d'associations, de personnalités très marquées politiquement, qui n'étaient pas en phase avec moi pour rééquilibrer la relation entre propriétaires et locataires, et qui n'étaient pas d'accord avec moi pour faire respecter la propriété privée. Mais en réalité, moi, le sujet, c'est pas les associations, c'est les Français. Et les Français sont d'accord avec moi quand je dis qu'il faut respecter la propriété privée, quand je dis qu'il faut sortir les squatteurs le plus vite possible, quand je mets en place avec mes collègues une procédure qui permet en quelques jours, pas plus tard qu'à Villeparisis, il y a quelques jours, on a encore eu une affaire sur laquelle, en quelques semaines, grâce au préfet, on a réussi à sortir les squatteurs. Bon, eh bien, les Français, ils sont d'accord avec ça. Donc moi, ce qui m'importe, c'est pas l'approbation ou la médaille venant des milieux associatifs. Ce qui m'importe, c'est de porter mes convictions. Moi, je crois en la liberté, je crois en la propriété privée. Et ce qui m'importe, c'est que les Français comprennent ce que je fais. Et j'ai le sentiment que sur la loi anti-squat, ils ont très bien compris ce qu'on essayait de faire. C'est-à-dire d'aller le plus vite possible pour sortir les squatteurs quand on est squatté et de les sanctionner beaucoup plus durement quand ça arrive. C'est le cas avec cette loi qui, en quelques jours, vous permet de récupérer votre bien et qui permet de tripler les sanctions sur les squatteurs. Alors que ça ne plaise pas à tous les milieux. Bah écoutez, ça ne plaît pas à tous les milieux. Moi, j'assume en politique parfois de cliver et de porter des combats qui ne plaisent pas à tout le monde. Eh bien, la réponse est entendue. Merci infiniment, Guillaume Kasbarian, ministre délégué démissionnaire chargé du logement.